Être fauché, ce n'est pas juste un compte en banque à zéro. Non, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de pénalité mathématique, un coût caché qui s'accumule et qui rend la sortie de la pauvreté exponentiellement plus difficile. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ces équations invisibles qui font qu'être pauvre, c'est paradoxalement incroyablement cher. Pour bien comprendre, commençons par un scénario. Un scénario que beaucoup malheureusement reconnaîtront. C'est une histoire qui part d'un tout petit problème, mais qui illustre parfaitement cet engrenage redoutable. Alors voilà, tout commence avec ce fameux voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord. Le verdict du garagiste, 300 $. Bon, c'est un problème, c'est sûr, mais ça pourrait être gérable, à condition d'avoir ces 300 $. Mais quand le compte est vide jusqu'à la prochaine paye, la seule option, bien souvent, c'est de croiser les doigts, d'ignorer le voyant et d'espérer que ça tienne. Et c'est là, bien sûr, que la machine s'emballe. Parce qu'ignorer ce problème initial, ça mène à quoi? 2 mois plus tard, c'est la panne. En pleine autoroute, hop, 200 $ de plus pour le remorquage. Ensuite, on apprend que la pièce défectueuse a tout simplement bousillé la transmission. Coût de l'opération, 2000 $. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant tout ce temps, impossible d'aller au travail, ce qui représente une perte de salaire sèche de 300 $. Alors, on fait le calcul? Ce petit problème de 300 $ au départ, il s'est transformé en une facture de 2500 $. Et le point crucial à comprendre ici, ce n'est vraiment pas de la malchance. Pas du tout. C'est un piège mathématique pur et simple. C'est la conséquence directe, presque prévisible, du manque de liquidité au départ. Et cet exemple de la voiture, ce n'est pas juste une anecdote. Non, ça illustre parfaitement une théorie économique fondamentale qui explique ce phénomène. On l'appelle la théorie des bottes. On l'a tous déjà entendu, n'est-ce pas? Ce genre de conseil financier qui, au fond, blâme les petites habitudes. L'idée que la pauvreté, c'est un peu un choix, une conséquence directe du fait d'acheter trop de café au lait ou d'avoir un abonnement superflu. Mais cette vision des choses, elle passe complètement à côté d'une réalité bien plus profonde, bien plus systémique. C'est justement là que la théorie des bottes entre en jeu. Et elle est d'une simplicité désarmante. Imaginez, une personne aisée peut s'acheter une paire de bottes de super qualité à 50 $. Ces bottes, elles vont durer 10 ans. Coût total, 50 $. De l'autre côté, une personne avec peu de moyens, elle n'a pas 50 $. Alors elle achète des bottes bas de gamme à 10 $ qui tiennent à peine une saison. Sur 10 ans, elle aura dépensé 100 $, donc le double, et en plus elle aura souvent eu les pieds mouillés. C'est ça le piège. Ce phénomène, il a un nom officiel, la prime à la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le fait que les personnes qui ont moins d'argent finissent par payer plus cher pour les mêmes biens et services. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le capital de départ, pas d'accès facile au crédit, et qu'elles ne peuvent pas profiter des économies d'échelle, comme acheter en gros. Mais attention, la théorie des bottes, ce n'est pas qu'une jolie histoire. Elle s'applique absolument partout dans notre quotidien. D'ailleurs, voyons ensemble 3 exemples très concrets. On va commencer par le plus basique et le plus évident, les courses. Oui, la prime à la pauvreté se cache juste là, dans les allées du supermarché. Prenons un exemple que tout le monde connaît, le papier toilette. Si on a les moyens de dépenser 50 $ d'un coup, on achète le méga-pack familial. Le coût par rouleau revient, disons, à 50 centimes. C'est une bonne affaire. Mais si cette semaine, on n'a que 4 ou 5 $ à consacrer à ça, on va acheter le petit paquet de 4 à l'épicerie du coin. Et là, le coût par rouleau, il grimpe à 1,50 $. C'est 3 fois plus cher. C'est une véritable taxe sur le fait de vivre à la semaine. Deuxième exemple, le système bancaire. Là, c'est un autre domaine où cette prime est flagrante. Loin d'être un simple service, ces mécanismes sont souvent conçus pour pénaliser ceux qui ont le moins d'argent sur leur compte. Pensez-y une seconde. Un simple frais de découvert. Disons 35 $ parce qu'on a été à découvert de 5 $ pendant une seule journée. Si on calcule le taux d'intérêt annuel effectif de cette opération, on arrive à 700%. C'est ahurissant. C'est ni plus ni moins qu'un transfert de richesse des plus pauvres vers les grandes institutions financières, le tout déguisé en simple frais de service. Troisième exemple, et c'est l'un des pièges les plus importants, les transports. Dans beaucoup d'endroits, avoir une voiture, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour pouvoir travailler. Et là, l'écart est abyssal. Quelqu'un avec un bon dossier de crédit peut acheter une voiture d'occasion fiable sans trop de problèmes, mais quelqu'un qui n'a pas d'épargne et un mauvais crédit est souvent forcé de se tourner vers des prêts, qu'on peut qualifier de prédateurs. Au final, cette personne peut se retrouver à payer 15 000 $ pour une voiture qui à la base n'en valait que 4 000, le tout avec des taux d'intérêt qui crèvent le plafond, et bien sûr le risque permanent de pannes qui coûteront encore plus cher. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de l'argent, il y a des coûts encore plus insidieux, des taxes invisibles qui pèsent sur des ressources tout aussi précieuses, le temps et l'énergie mentale.
Des études ont mis en lumière ce qu'on appelle la mentalité de pénurie. En gros, quand le cerveau est constamment en train de jongler avec des soucis de survie immédiate, comment payer le loyer, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, il n'a tout simplement plus la bande passante disponible pour prendre des décisions stratégiques à long terme. C'est comme si tout le processeur était utilisé par des tâches urgentes. Et cette charge mentale, ce n'est pas juste une impression, un sentiment, ça a été mesuré scientifiquement. Elle peut provoquer une baisse du QI fonctionnel allant jusqu'à 13 points. C'est l'équivalent cognitif d'une nuit blanche. Ça veut dire que la capacité à prendre de bonnes décisions est physiquement, biologiquement altérée. Et puis il y a la taxe sur le temps. L'exemple de la lessive est parfait. Si on a une machine à laver à la maison, ça demande quoi? 5 minutes de travail actif pour la lancer et la vider. Mais si on doit aller à la laverie automatique, cette simple tâche se transforme en une expédition de 2 voire 3 heures. 2 heures précieuses qui ne sont consacrées ni au travail, ni au repos, ni à la famille. Bon, alors face à ce système qui a l'air complètement truqué, est-ce qu'il y a une issue? Comment on s'en sort? La bonne nouvelle, c'est que le simple fait de comprendre les maths derrière le problème, c'est déjà la première étape pour inverser l'équation. Voici une stratégie possible en 3 étapes. 1. Auditer ce qu'on pourrait appeler les coûts vampires, c'est-à-dire identifier précisément les endroits où l'on perd de l'argent parce que l'on manque d'argent. 2. Construire un tampon. Mettre de côté, même un tout petit peu, mais de manière acharnée, pour créer un premier coussin de sécurité. Et 3. Utiliser ce tampon pour colmater la plus grosse fuite, une bonne fois pour toutes. Parce que ce fonds d'urgence, ce n'est pas juste de l'argent qui dort, c'est une arme stratégique. C'est ce qui permet enfin d'acheter en gros pour économiser, de payer les petites réparations tout de suite avant qu'elles ne s'aggravent, d'augmenter ses franchises d'assurance pour faire baisser les primes. Et surtout, c'est ce qui donne le pouvoir de dire non aux offres de crédit abusives. C'est l'outil numéro 1 pour que l'argent commence à travailler pour soi et non plus contre soi. Cette citation, elle résume tout. La première somme de liquidité est l'argent le plus difficile que vous économiserez jamais, mais c'est aussi le plus puissant. C'est ce premier pas qui est le plus dur, mais c'est lui qui change toute la dynamique. Il fait passer d'une position de défense permanente à une position où, enfin, on peut commencer à jouer en attaque. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question pour la route. Et si le meilleur plan financier, finalement, ce n'était pas de chercher à devenir riche, mais simplement de refuser de continuer à payer le prix d'être pauvre. Si on se concentre non pas sur l'accumulation, mais sur l'élimination de toutes ces pénalités, on change complètement les règles du jeu. On arrête de subir un système pour enfin commencer à construire le sien.